Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, les amis, pour cette actualité crypto, donc numéro 35. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler du VeChain, de VV Ultra, avec la crypto-monnaie UOS et également Ripple et XRP, donc en fin de vidéo sur le projet. Et je parlerai également en fin de vidéo sur les actualités crypto plus générales, mais également, vous allez voir cette fois géopolitique. Il y a pas mal de choses à dire en ce moment, ça bouge beaucoup, surtout, ben, vous l'avez vu hein, sur le continent africain. Donc on va parler de tout ça évidemment, parce qu'il y a pas mal de choses à dire qui auront peut-être des impacts sur nous en Europe. Donc, avant d'aller plus loin, je tenais également à remercier vraiment donc, tous les abonnés, tous les nouveaux abonnés, mais également tous les anciens abonnés. Mais je vous remercie vraiment pour vos commentaires très encourageants. Vraiment, ça encourage toujours à continuer et à faire donc des recherches, travail fourni pour l'occasion, etc. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur et je tenais à faire une petite pause pour vous dire ce que j'en pensais. Voilà les amis. Et sinon, bah, écoutez, moi je vous propose de continuer, d'aller plus loin en regardant mon trailer d'abord. Donc c'est parti, je commence avec le VeChain et notamment avec un tweet de VetMake. Donc VetMake, comme vous pouvez le voir, c'est un admin officiel de la fondation VeChain, qu'on peut voir sur son compte. Il a même un compte YouTube, une chaîne. Et donc, ce que je trouvais intéressant dans son tweet, c'est que déjà, il explique comment faire si vous avez envoyé, par exemple, des VeChain à une adresse Ethereum avec votre wallet VWorld. Donc, ça s'applique vraiment au wallet VWorld. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bien, au moins, si vous avez fait l'erreur que vous pensez avoir perdu donc vos VeChain, eh bien non, vous avez un moyen de les récupérer. Parce que vous savez, une erreur très vite arrivée, hein, on en fait tous. Et donc là, dans ce tweet, il explique vraiment comment faire étape par étape, un tutoriel, pour justement importer en fait, c'est ça qui est intéressant également, un wallet Ethereum dans le portefeuille VWorld. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez la possibilité sur ce portefeuille VWorld d'importer quelque part une adresse Ethereum sur la blockchain du VeChainTor. Il s'écrit juste là. Donc c'est déjà énorme, que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ça un détail hein, comme ça, mais ça veut dire quelque part que derrière, le VeChain est de plus en plus dans l'optique de l'interopérabilité. Alors là, on ne peut pas parler d'interopérabilité totale, hein, clairement, mais on commence à voir déjà que ça se dirige vers cette voie-là, en tout cas que l'optique du VeChain est de se diriger dans cette voie de l'interopérabilité des blockchains. Donc très intéressant alors déjà comme astuce, hein, si on a fait une erreur, forcément, toujours content de retrouver ses sous, mais en plus, derrière, ça révèle des choses. Première information, on les a mis. Ensuite, deuxième information pour le VeChain. Alors là, je trouve quelque chose d'assez intéressant, c'est notamment le Fidital. Donc, vous avez l'habitude désormais, à travers mes actualités crypto, d'entendre parler du Fidital, hein, qui est donc, je rappelle quand même, l'aspect physique d'un objet qui est corrélé avec sa version désormais NFT, c'est-à-dire virtuel, et à tout cela grâce à un code barre notamment. Et donc, dans ce cadre de Fidital, eh bien ici, vous avez regardé donc un tweet de Satoshi Nakamoto, qui est un membre, si vous voulez, d'un projet donc de MadVApe, qui est un projet NFT justement sur la blockchain du VeChain, et dont les NFT sont présents d'ailleurs sur World of V, mais aussi sur Veti par exemple. Et donc, dans ce tweet, Satoshi Nakamoto fait allusion et explique l'authenticité et surtout la rareté de ce Figital en particulier, ce NFT, parce que vous avez l'aspect donc physique qui est un maillot de Michael Jordan, comme vous pouvez le voir, qui est dédicacé par toute l'équipe apparemment de la saison entre 1995 et 1996. Et je vous rappelle que les Chicago Bulls, donc l'équipe de Jersey de l'équipe de Michael Jordan à l'époque, eh bien, le record hein, fait partie des meilleures équipes de basketball dans l'histoire des États-Unis. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, ça rend cette pièce historique, et il le dit bien là, hein, c'est une pièce unique, historique au niveau du sport. Et donc, vous avez même un certificat d'authenticité carrément de la pièce de Michael Jordan. Mais ce qui est intéressant, et là je vous montre la vidéo, je vais vous remettre au début.
Et vous avez donc la pièce unique qui est encadrée, bien évidemment, et vous avez regardé le code barre, et on voit bien le logo du VChain d'ailleurs, et derrière, eh bien, vous allez directement sur World of V, là vous êtes sur World of V, là, et vous avez accès à toutes les informations, l'authenticité, le certificat d'authenticité, mais en version photo, et toutes les informations, tous les datas liés à cette pièce unique. Donc c'est vraiment phénoménal, et derrière, bien sûr, eh bien, il y a une valeur sur cette NFT-là, que vous pouvez acheter ou vendre sur la marketplace World of V. Et j'imagine même pas le prix. Je vais pas regarder le prix, je vais pas me faire mal. Mais si vous pouvez aller sur World of V et regarder cette pièce-là. Ça vaut peut-être le détour. Bon, donc voilà aussi pour le. Ben, là, on voit également que l'aspect du digital est quand même extrêmement intéressant, pas même pour la sécurité, pour l'authenticité, mais surtout derrière, c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Parce qu'on a eu le tennis, je rappelle, maintenant on a le basket, demain peut-être ce sera le football. Et si on arrive à avoir le football qui rentre dans le milieu, dans le marché, et bien là en tant qu'Européen, parce que là pour l'instant, c'est vrai que le tennis c'est moins connu, enfin connu, mais peut-être pas le sport le plus attractif pour beaucoup de monde. Le basketball, enfin, c'est clairement un sport plus orienté pour les États-Unis, comme le basket, enfin comme le baseball. Mais par contre, si on arrive à atteindre du digital pour des même une Coupe du Monde de football, par exemple, ah, mais là c'est fini quoi, c'est terminé. Enfin, donc c'est pour ça, en tout cas, il y a une belle voie là pour cette technologie-là pour se développer. C'est assez intéressant à voir. Bon, donc je continue les amis. Prochaine information, cette fois de Eisenreich, comme vous pouvez le voir ici. Et donc il fait référence, alors cette fois je passe à la Chine, encore une fois, et notamment avec la province de Jiangsu, donc vous savez tout ce qui est l'aspect administratif, qui a créé un white paper pour tout ce qui est l'aspect de développement d'une application blockchain à l'échelle industrielle. Ils veulent développer ça dans leur province de Jiangsu. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, devinez qui a écrit les chapitres 1 et 4, comme c'est écrit là, du white paper de la province de Jiangsu en Chine. Eh bien, c'est la fondation VeChain carrément. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fondation VeChain, que j'avais expliqué déjà dans quelques actualités précédemment, sont non seulement des acteurs de plus en plus éminents, de plus en plus reconnus dans le milieu de la blockchain, mais c'est également en train de devenir presque, je vais dire presque, j'exagère peut-être le terme, mais des législateurs et ils créent les codes de plus en plus. C'est-à-dire que c'est eux qui de plus en plus créent les codes dans le milieu de la blockchain, des infrastructures blockchain, et également de la logistique. Et ça rappelle quoi? Ça rappelle l'information que je vous avais transmise la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, plus exactement, où vous avez parlé, vous savez, de la conférence entre la fondation VeChain, JS1 et Micromation. Et donc, JS1, je rappelais que c'est un organisme qui justement définit les codes de la logistique à l'échelle mondiale. Et là, en plus, cette conférence était avec l'organisme JS1 aux États-Unis précisément. Hein. Donc, ça veut dire que le VeChain, clairement, est en contact direct avec des organisations qui définissent en temps réel les codes de la logistique partout dans le monde. Donc, on voit que se passe quelque chose à ce niveau-là, et surtout, bien, quand on voit ce genre d'informations qui ont l'air de rien, hein, bien évidemment, quand je vous la montre comme ça, mais derrière, ça, ça- ça montre quand même qu'il se passe quelque chose. Bon, voilà les amis, c'est tout pour le VeChain aujourd'hui, les amis. Je continue donc avec, alors, je rappelle d'abord que si vous voulez voir la vidéo sur le VeChain, alors, elle est peut-être un peu datée désormais, enfin, je l'avais fait l'année dernière, enfin, mais c'est juste pour montrer les bases si vraiment vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et je pense que je referai une vidéo à jour dans cette année, enfin, si j'ai le temps, je verrai, hein, vraiment, je peux le faire. Et sinon, ben, je vous rappelle également que je ne suis pas un conseiller en investissement, un conseiller financier, loin de là, que ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement sur ma chaîne. Et puis une fois que j'ai dit ça, eh bien, on peut passer au prochain projet. Et notamment, donc, VV Digital Collectibles. Et là, vous voyez, donc, j'ai d'abord abordé les drops qu'il y a eu lieu cette semaine qui sont prévus encore en cette semaine pour l'application VV. Donc là, vous avez un NFT sous format de bande dessinée. Donc là, sur les 4 fantastiques, pardon. Et regardez, donc la version physique originale était sortie en 1961. Pour vous dire quand même le délire, c'est que ça commence à dater.
Et donc, ce drop était prévu aujourd'hui, précisément, vous voyez, à 8 heures du matin. Bon, je continue avec les drops, les amis, très intéressant. Vous avez donc un nouveau personnage qui apparaît désormais sur l'application VV, c'est donc la Reine des Neiges 2, notamment, en tout cas les personnages de la série. Donc là, on voit que VV continue à fructifier ses partenariats, notamment avec Disney, qu'on peut voir ici. Et regardez un petit peu, parce que dans ce drop-là, vous avez plusieurs personnages. Donc c'est un drop en général qui est scindé en 4 NFT, 4 personnages généralement. Donc là, vous aurez la Reine des Neiges, bien évidemment, mais vous aurez également donc, un crayon, bon, apparemment, un meuble, parce que c'est tout ça. Et également, vous aurez Olaf. Voilà, vous aurez quand même Olaf, qui est plutôt connu, hein, bon, et animé en version un peu humoristique d'ailleurs. Vous voyez que c'est vraiment très bien fait quand même, hein. Faut avouer que on voit du pâté. Bon, voilà les NFT qui vont sortir prochainement. Ce drop est prévu le 4 août 2023 à 8 heures du matin, heure, je précise, je crois, américaine, hein. Je dis pas de bêtises, pour pas vous induire en erreur. Il faut calculer le décalage avec la France. Bon, donc je continue les amis. Alors au niveau des drops, également, donc le prochain drop qui a lieu, c'était cette semaine également, c'était Picsou. Donc, vous voyez Scrooge et McDuck, et vous voyez que là ils continuent également à développer leur partenariat avec Disney, mais sur toutes les catégories. Et je rappelle que ce genre de NFT, ce sont des bandes dessinées que vous pouvez réellement lire sur votre tablette. Vous pouvez faire tourner les pages avec votre doigt comme si vous lisiez un livre normal. Sauf que là, c'est une bande dessinée virtuelle. Et en plus, un NFT derrière qui vous appartient, que vous pouvez revendre derrière sur le marché. C'est ça qui est intéressant. Bon. Et enfin, dernière information pour ce projet, les amis, et pas des moindres, c'est, ça y est, le VVverse est officiel. Là, ça envoie du lourd quand même, et surtout, ça signifie quand même pas mal de choses, parce que je rappelle, premièrement, que c'est vrai que là, les mois précédents, surtout l'année dernière, en fin d'année, eh bien, c'était un peu compliqué pour les investisseurs, pour les clients de l'application VV, de voir qu'effectivement, les jalons qui étaient annoncés en termes de projet par l'équipe, par l'entreprise Ecomi, n'étaient jamais respectés, clairement. Et depuis donc, le début d'année, où ils ont recruté effectivement toute une équipe de développeurs en renfort, et bien depuis, on peut constater clairement que ça s'améliore, hein, dans leurs jalons et que ça y est, ils commencent à respecter de plus en plus leur feuille de route. Et ça, c'est vraiment très bon signe, c'est très intéressant. Et c'est encore plus de respect pour le projet, parce que ça veut dire qu'ils ont réussi à surmonter la difficulté, qui est quand même croissante, pour mettre en place une technologie que personne n'a jamais fait avant, il faut rappeler, et donc c'est plus dur à mettre en place si personne n'a jamais fait, c'est les premiers à le faire, parce qu'il y a la réalité augmentée derrière, hein, sur chaque NFT, et en plus ils ont les licences, etc., à développer en parallèle, mais en tout cas on voit que là, depuis quelques semaines, quelques mois, eh bien, ils ont mis en place les payouts, ils ont mis en place les traductions, notamment même en français, en espagnol sur l'application. Enfin, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sortent. Ils ont mis en place le Master Collector Programme, très important, avec les points. On voit que ça s'accélère, et ça c'est très bon signe. Donc du coup, pour en revenir à l'annonce sur le VVverse, ça y est, ils ont annoncé, donc je traduis en même temps ce qu'ils disent. Nous sommes excités d'annoncer que le premier lot de testeurs en version bêta seront bientôt présents sur le VVverse. Et ils disent, le groupe initial de testeurs bêta a été sélectionné basé sur l'activité dans l'application, particulièrement dans le showroom de VV. L'objectif est pour ce groupe de travailler avec l'équipe du VVverse pour, améliorer tout ce qui est les bugs, mais également les fonctionnalités présentes dans le VVverse. Et donc, basé sur ce feedback, nous pourrons déterminer un prochain groupe, donc un deuxième lot de testeurs en version bêta pour les inviter sur le VVverse. Voilà, donc ils disent, c'est évident qu'un long temps, enfin, il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus, ils le disent là. Donc, je pense que là, ils font référence justement à leur galère à respecter les jalons, improbables. Et ils disent, mais nous sommes aussi excités de commencer à vous mettre en fait le VVverse dans vos mains. Donc on voit que là, on est dans un tournant, parce que derrière, le VVverse, c'est un métaverse, et si on peut utiliser, je rappelle que le but du projet à la base, c'est que l'on puisse utiliser les collectibles digitaux, comme la Reine des Neiges que je vous ai montré par exemple auparavant, qu'on puisse les utiliser dans le VVverse,
à des fins de jeux vidéo par exemple, mais également à d'autres fins, en tant qu'avatar, en tant que, pour que musée, par exemple pour mettre ces collectibles, pourquoi pas à la vue de tous. Enfin, après, on peut tout imaginer, les possibilités derrière sont vraiment plutôt très très grandes. Voilà, donc ça c'est vraiment une nouvelle qui est très positive, hein, vraiment qui montre que le projet prend de l'ampleur, les amis. Bon, donc ce sera tout pour Ecomi et VV aujourd'hui. Je vous invite à voir donc la vidéo que j'ai faite. Alors là aussi peut-être qu'elle est un petit peu datée, faut que la mettre à jour. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus pour ceux qui ne connaissent pas le projet, ça va avoir des bases, ben, je pense que peut-être ça peut vous aider à vous y retrouver. Ensuite, je continue les amis, prochain projet cette fois avec Ultra, et notamment le Ultra Arena. Donc je rappelle que Ultra c'est la plateforme qui veut concurrencer Steam, mais en version Web 3.0 avec des NFT au milieu et la tokenisation également des jeux en version numérique. Donc un des avantages de Ultra, c'est que si vous avez un jeu qui est sous forme de NFT, comme il sera à vous qui a la propriété numérique virtuelle derrière, eh bien vous aurez la possibilité de le vendre. Ce qui n'est pas le cas actuellement sur les plateformes comme Steam, Epic Game Store et tout. Voilà. Donc, dans le cadre de cette annonce sur leur tweet donc de Ultra, ils annoncent, ils rappellent que le Ultra Arena sera disponible à l'utilisation pour tout le monde le 8 août 2023. Donc, je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils rappellent à travers leur tweet 4 raisons principales pour utiliser la plateforme Ultra, mais surtout pour utiliser le Ultra Arena, leurs fonctionnalités qui vont sortir le 8 août. Et donc ils rappellent que le Ultra Arena en fait est une plateforme de tournoi révolutionnaire parce qu'elle apporte en fait le e-sport à tout le monde. Et effectivement, je crois que je vous disais la semaine dernière, c'est que le problème aujourd'hui de l'e-sport, c'est qu'il faut être un professionnel du jeu vidéo pour espérer participer à des tournois pour gagner les prix jackpot, une dizaine de milliers d'euros, etc. Et donc là, le but du Ultra Arena, c'est de rendre en fait la possibilité aux joueurs occasionnels, comme la majorité des gens, eh bien de pouvoir presque rentabiliser, de pouvoir participer à des tournois tout en jouant, donc à une échelle d'amateur en fait. Et donc ça y est, donc cette possibilité sera possible et ils le disent très bien dans leur tweet. Ensuite, très important, peut-être que j'en reparle, hein, peut-être que j'ai l'impression que je me répète, mais si je vous le dis, c'est pour vous préparer également à ça, c'est que il prévoit que pour les prix, donc les prix ce sera soit de la crypto-monnaie UOS, soit des NFT du type unique. Comme il dit là, c'est le terme qu'ils emploient pour appeler leur NFT, ils appellent ça des Unix. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le Ultra Arena offrera une variété de jeux très populaires du type LoL, Overwatch 2, CSGO, Counter-Strike et PUBG. Et ils disent et plus. Donc ça veut dire que c'est pas une liste exhaustive, il y en aura plus derrière. Mais déjà, je prends l'exemple de CSGO, enfin, je crois énormément de gens y ont joué, quand même filles ou garçons. Et donc CSGO, c'est vrai que la plupart des gens qui l'ont fait, ça a été pour jouer en équipe avec ses amis ou contre ses amis, suivant. Et c'est vrai que c'est plutôt fun. Mais derrière, là, on rentre dans un cadre où avec le Ultra Arena, on va pouvoir peut-être être avec ses amis, faire des compétitions en escadron, je sais pas comment on appelle ça, mais pour jouer contre d'autres personnes, bah, même à une échelle amusante, mais également sérieuse, parce que derrière, il y aura des prix à la clé. Et donc, ça va, je pense, pousser l'adrénaline. C'est vraiment cette question-là. Et le fun, on va le mettre à un niveau d'un cran au-dessus grâce au Ultra Arena. Donc derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça se démocratise, je pense que ça peut attirer énormément de personnes. Forcément, hein, entre jouer à Counter-Strike pour le fun, ok, mais sans avoir la possibilité de gagner de l'argent derrière et jouer à Counter-Strike pour le fun, on a la possibilité derrière de gagner des prix avec ses amis, bah, le choix est vite fait, hein. Donc derrière, c'est aussi quelque chose qui a un peu un flash là pour dire, wow, ça peut être à partir du 8 août, si ça démocratise sinon du marketing et que ça peut aller très vite derrière, eh bien les gens vont peut-être se jeter, enfin les joueurs vont peut-être aller sur Ultra pour tester tout ça. Bon. Et ensuite, derrière, voilà, il disait effectivement, il rappelait le fait que le Ultra Arena permet de révolutionner le monde du e-sport, mais également, surtout, que les récompenses, contrairement à ce qui peut se passer la majorité du temps au niveau des paiements actuels classiques, eh bien cette fois, il n'y aura pas de délai. C'est-à-dire à partir du moment où le tournoi
se ferme sur le Ultra Arena, les récompenses sont distribuées immédiatement aux personnes qui ont gagné. Plutôt intéressant là-dessus également pour ce sujet-là. Bon, voilà les amis, donc pareil, ici je vous invite à voir ma vidéo sur le projet Ultra. Je pense que j'ai également fait le tour là-dessus et c'est surtout une feuille de route sur le futur du projet parce que quand je fais la vidéo, effectivement, il n'y avait même pas encore il n'y avait rien, il n'y avait pas Ultra Arena, il n'y avait pas grand-chose encore vraiment disponible. Donc, si vous voulez en savoir plus sur leur objectif, leur vision, l'objectif du projet, n'hésitez pas à voir la vidéo. Et sinon, eh bien, je continue les amis avec cette fois XRP et Ripple. Et vous allez avoir première information plutôt intéressante et positive hein, pour Ripple, c'est qu'ils ont été reconnus par la CNBC et Statista Chart, comme vous pouvez le voir, comme enfin, Ripple, hein, comme faisant partie des 200 plus grosses entreprises de la FinTech en 2023. Donc c'est vraiment une reconnaissance, c'est pas rien, puisque je rappelle que c'est une entreprise qui a été quand même en procès pendant 3 ans contre le régulateur américain, et que c'est peut-être pas fini parce qu'ils vont faire appel, hein, on n'est pas à l'abri. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, derrière, vous avez quand même une reconnaissance internationale par des grosses sociétés, même de médias comme CNBC, qui effectivement reconnaissent 5,1 millions de followers quand même. Eh bien, Ripple comme étant un poids lourd du fintech, de la fintech. Très bon signe. Et ensuite, là, un autre plan que je voulais vous partager, c'est effectivement le rapport, vous voyez, du marché sur l'entreprise de Ripple et surtout sur le XRP du deuxième trimestre 2023. D'ailleurs, il y a pas mal de choses intéressantes là-dessus. Il parle notamment des rumeurs sur le procès avec la SEC. Donc c'est vraiment intéressant. Il rappelle en fait tout simplement quelles ont été les répercussions, quelles sont les conditions de leur victoire contre la SEC et il rappelle également les rumeurs. Donc là, ils disent les misconceptions sur le résultat de la cour du tribunal. Et donc ils disent première rumeur, entre guillemets, hein, la décision est une décision partagée. Et ils disent cette affaire a toujours été enfin, mise dans le cadre d'une clarté, un objectif de clarté sur le statut de régulation du XRP aux États-Unis. Et donc, Ripple, eux, ils sont jamais dérogés à la règle, ils sont toujours dit, nous, notre XRP, ce n'est pas une sécurité, c'est-à-dire que ce n'est pas un titre financier. Depuis le début, le premier jour, ils le disent. Et donc, là, le tribunal a rendu raison à Ripple. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que, à travers, après leur rumeur numéro 2, que la décision dit que le XRP est en fait une sécurité, c'est-à-dire un titre financier, dans certains cas et pas d'autres. Ben, ils disent non, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le XRP, à partir du moment où il est utilisé pour faire des transactions financières, eh bien, quel que soit le cas, le XRP n'est pas un titre financier, puisque le XRP, ils le disent là, est un token digital. Donc XRP en lui-même ne sera jamais un titre financier. Et ça, ils le disent par rapport à ce qu'a décidé à statuer là, le tribunal. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Enfin, ça, je vous mets ça au niveau de la source, parce que c'est vrai que j'ai vu des médias, je ne citerai pas les noms, hein, mais qui ont justement joué le jeu de la rumeur, c'est qu'ils ont rendu public, à travers leur article, qu'effectivement, la décision disait que le XRP, en fait, était un titre financier, mais que dans certains cas. Eh bien, apparemment, tout ça, c'est pas vrai. Ouais, ils disent non, clairement. Après, faut peut-être à voir, hein, mais bon. Donc, bon, les amis. Donc, c'est pour ça, je trouvais que c'est assez intéressant. Déjà, bah, après, je vous mettrai de toute façon, le lien de l'article en source, enfin, en commentaire, dans les commentaires, la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez les retrouver, pour les lire par vous-même, traduire également. Mais en tout cas, c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et ensuite, ce qui est très intéressant également, c'est, vous voyez, le nombre de XRP détenus par Ripple. Notamment là, ils parlent de mars 2023, mais également, ce qui nous intéresse, c'est le plus récent, donc c'est le 30 juin 2023 ici. Et là, ils disent que le total de XRP détenus par l'entreprise Ripple s'élève à 5 milliards 550 millions de XRP. C'est-à-dire que si on ramène ça, on multiplie par la valeur du XRP actuel, ça équivaut à peu près à 3 milliards 500 millions de dollars.
Donc en tout cas, aujourd'hui, si on se base sur les chiffres et si on s'en base au nombre de XRP que détenait Ripple au 30 juin 2023, eh bien aujourd'hui, il y a à peu près 3 milliards 500 millions de dollars dans les coffres en XRP en termes de valeur dans les coffres de Ripple. Donc c'est quand même assez sympa. C'est dommage qu'ils aient pas mis qu'ils aient pas fait comme la fondation VCN, qu'ils aient pas mis leurs dépenses. Mais en tout cas, bon, 3 milliards 500 millions de dollars, on va imaginer difficilement une entreprise comme Ripple dépenser 3 milliards et se mettre dans le rouge pour diverses activités, quelles qu'elles soient, hein. Bon, mais c'est dommage qu'on n'ait pas cette transparence-là, les amis. Maintenant, je vais continuer avec donc Ripple XRP et un article de cointribune.com ici. Vous avez donc crypto Ripple secouer la cour qualifie le XRP en security. Bon là, attention, le Bronx, donc là c'était tous les alarmes sur l'industrie crypto, etc. Donc déjà, ça je voulais faire le point, vraiment vous dire ce qui se passe, c'est que déjà il faut savoir que ça ne concerne absolument pas le jugement qui a été définitif, hein, de la juge Anaïsa Torres dans le cadre du procès qui a duré 3 ans entre la SEC et Ripple. Donc après, la SEC va peut-être faire appel et effectivement il y aura un deuxième round. Par contre là, ce qui se passe, c'est qu'en fait vous avez un juge donc fédéral de New York, Jed Rakoff, qui s'occupe, qui est au cœur effectivement du procès Terraform Labs et SEC, donc qui n'a rien à voir avec Ripple, qui a jugé dans cette affaire-là, malgré tout, que le XRP de Ripple était bien un titre financier. Ah. Donc là, c'est quand même fou, c'est qu'on a deux juges fédéraux, l'un a statué quand même que le XRP n'était pas un titre financier, donc la juge Anaïsa Torres, et de l'autre côté, vous avez d'autres juges qui sont capables de dire l'inverse, totalement à l'extrême. Donc là, par contre, ça soulève quand même la question de la justice, à quoi elle sert au final aux États-Unis, parce que même en France, hein, on se pose la question, parce que c'est la même. Quand on voit les affaires, même les délinquants qui sont relâchés parce que X raisons, alors qu'ils sont multirécidivistes, posent des questions. Mais là, en tout cas, c'est assez étonnant, parce que ça montre les failles du système juridique déjà aux États-Unis et également de la régulation, de la législation en lien avec les crypto-monnaies. Parce que comme effectivement, il n'y a pas de régulation encore claire sur les crypto-monnaies aux États-Unis, eh bien, c'est un peu chacun à son avis au final, sauf que quand on arrive dans les mains des juges, eh bien, il y a une responsabilité derrière forcément énorme, et c'est l'idéologie presque, c'est la vie de la personne qui détermine carrément le destin de toute une industrie sur le vent au final. S'ils sont OK pour les cryptos, ben, très bien. S'ils sont pas d'accord, ben, ils peuvent casser le système. Tout simplement parce que derrière, il y a peut-être des pensées irrationnelles également, il ne reste pas sur le rationnel. Donc là, ça commence à devenir dangereux même pour le... Enfin, après c'est mon avis personnel, mais pour le système démocratique américain, parce que si leur justice déjà, elle n'arrive pas à se mettre d'accord, hein, clairement sur un sujet aussi sensible, ben derrière, ça soulève quand même des questions de l'ordre du système en soi, quoi. Donc, rassurez-vous, c'est ça que là on voit, après ça peut être la panique et tout, non. Rassurez-vous, déjà le procès en soi, il est fini dans un premier round. Après, peut-être qu'il y aura effectivement la SEC qui fera appel. Donc là, ça va relancer donc l'affaire peut-être. Encore, c'est pas encore sûr. Si c'est le cas, effectivement, ben là, il faudra prier, hein, pour que le juge qui reprenne l'affaire soit pas notamment Jed Rakoff ou un juge du même acabit qui soit considère que le XRP est bien un titre financier, qui mettrait là le Bronx pour le coup sur l'industrie crypto aux États-Unis. Et puis après, il faut rappeler également que cette affaire-là concerne que les États-Unis. Et qu'aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis sont en train de perdre de la vitesse par rapport au reste du monde, notamment sur la blockchain, sur l'industrie crypto, mais également même au niveau de leur dollar. Donc, même dans le pire des cas, imaginez que XRP, Ripple perdent leur procès, il y aura peut-être des conséquences court terme, évidemment, sur le prix du XRP ou sur peut-être le développement de l'entreprise Ripple aux États-Unis, c'est évident. Par contre, derrière, eh bien, ça veut dire que juste les États-Unis se seront coupés de l'industrie crypto, qu'ils auront mis trop de bâtons dans les roues, donc tout le monde va fuir les États-Unis vers d'autres emplacements, et notamment l'Europe, mais il y aura peut-être également la Chine, vous allez voir pourquoi.
et l'Inde, enfin d'autres, voilà, il n'y a pas que les États-Unis dans le monde. Donc c'est pour ça que pour l'instant, il ne faut pas non plus paniquer en voyant ce genre de commentaires, parce que quand on voit des fois les news et les réactions, attention, il ne faut pas rentrer dans le mélodramatique. Bon, ensuite les amis, je vais passer donc à l'actualité crypto plus générale. Donc ça se avec un article de journalducoin.com, donc blockchain, metaverse, MNBC, la Chine mise sur le Web3. Donc effectivement, ce qui est étonnant avec la Chine, c'est que ils ont interdit les crypto-monnaies, ils ont interdit les plateformes exchange, notamment comme Binance, sur leur sol, mais derrière, ils sont fans de blockchain, de métavers et évidemment du yuan numérique. Donc on voit, c'est pour ça que quand on voit par exemple l'intérêt du VeChain, c'est que derrière, il y a vraiment une fonctionnalité solide derrière. C'est pas qu'une crypto-monnaie qu'on peut échanger pour gagner de l'argent, pour trader, etc. Non, c'est que derrière, il y a vraiment une utilité. Et là, on le voit très bien, c'est que la Chine qui, eux, interdisent notamment le Bitcoin parce que ça fait de l'ombre à leur yuan numérique. Eh bien, par contre, la blockchain, ils ont compris que c'était très efficace pour améliorer leur rendement dans les entreprises et même à l'échelle administrative pour leur gouvernement. Et également le métaverse. Que le métaverse est également un, un marché extrêmement juteux, notamment si on le voit avec le digital comme je vous ai montré. Eh bien, si on dédouble tout objet physique réel, on le matérialise dans le virtuel et qu'on arrive à créer une économie virtuelle, ceux qui ont la main mise sur cette économie virtuelle, eh bien, propulsent leur rendement, leur, leur gain à des sommets, clairement, parce qu'ils ils arriveront à dédoubler leur commerce. Voilà. Donc la Chine a compris, et c'est pour ça qu'elle se lance dessus. Ensuite, effectivement, petite nouvelle assez intéressante d'un article de cryptost.fr. 90 milliards de dollars de crypto-monnaies échangées en un mois sur Binance en Chine. Et en fait, donc l'exchange, donc Binance, dément fortement l'information apparemment, et tout partirait d'un article du Wall Street Journal aux États-Unis qui effectivement déclare que Binance, en fait, leur premier client, c'est la Chine. Alors que la Chine interdit, comme je vous l'ai dit précédemment, justement, le Bitcoin et tout. Donc il y a deux hypothèses. Soit Wall Street Journal dit du pipeau, et tout simplement parce que derrière, l'objectif, c'est de couler Binance ou de déstabiliser Binance, ou alors ils sont peut-être mal informés, etc. Bon. Et ça veut dire que là, c'est Binance qui a raison, et donc pour ça que Binance dément l'information et que Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a répondu par un simple 4, c'est-à-dire une allusion au FUD. Donc ne prenez pas en compte l'information, en gros, c'est pas vrai. Soit c'est vrai, et là ça expliquerait également pourquoi Binance est attaqué de tous les côtés en Occident, parce que je rappelle qu'il y a une guerre économique en arrière-plan entre la Chine et l'Occident, surtout les États-Unis pour le coup, et comme par hasard, c'est les États-Unis qui tapent le plus, vous l'avez compris, sur l'exchange Binance. Et effectivement, donc Binance avait 670 milliards de dollars, donc selon l'article du Wall Street Journal, sur le seul mois de juin ou juillet, et effectivement, 90 milliards donc, de transactions de trading sur la plateforme seraient alloués à la Chine, et donc effectivement, la Chine serait la première cliente au final de Binance. Donc, si c'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois, eh bien, n'arrivent pas à contrôler au niveau du gouvernement leur population, et que leur population utilise des VPN ou des moyens de restriction, de contournement avec de la corruption au milieu, on imagine, pour quand même trader des crypto-monnaies sur l'exchange Binance. Comme, voilà. Et donc ça expliquerait derrière pourquoi effectivement les États-Unis s'acharnent sur Binance et du coup les Européens également, parce que les Européens, on a compris, on l'a vu, dès que les États-Unis font quelque chose, nous on fait exactement pareil à un mois d'intervalle. On a vu depuis le temps. Donc c'est assez intéressant ce qui se passe là, et ça veut dire également que bah, les citoyens chinois sont peut-être sont plus résistants que en ont l'air. En tout cas, ce qu'on veut nous le faire croire. Bon, mais bien sûr, là, c'est le flou, parce que tout le monde dit l'inverse. Donc, qui dit la vérité, et bien là, franchement, on le saura peut-être jamais, clairement. Bon, allez les amis, une première information, c'est quand même assez intéressante. Et ensuite, je continue avec une nouvelle information, cette fois au niveau des céréales ukrainiennes. Effectivement, on a un article de la tribune.com. Je passe aux actualités plutôt financières et géopolitiques cette fois. Pas mal de choses à dire.
Donc Poutine refuse de relancer l'accord sur les exportations malgré les appels de la Turquie. Et effectivement, vous voyez, très récent, 2 août 2023, c'était hier, et ça va beaucoup plus loin, même la Russie a commencé à bombarder les ports de l'Ukraine. C'est-à-dire pour empêcher l'Ukraine d'envoyer justement dans la mer Baltique les, les navires ukrainiens à travers le corridor maritime, enfin l'ancien corridor maritime, pour envoyer ces céréales à l'étranger. Donc, on voit bien que là, la guerre s'intensifie au niveau économique et qu'il y aura des répercussions forcément sur les cours du blé à l'échelle mondiale, européen également peut-être, parce que 45% des exportations ukrainiennes de blé, de maïs, céréales étaient destinées à l'Union européenne, à l'Europe. Et notre petite partie était destinée également aux pays africains. Et en fait, ce qu'a fait Poutine, c'est qu'il a déclaré qu'il livrait gratuitement, lui, avec son blé, ses céréales, il livrait gratuitement les pays africains. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que je vais passer notamment à la crise du Niger. Alors, notamment, j'ai un tweet vraiment très intéressant donc, de Peonia, mais qui a été repris, enfin, qui a repris également des informations. Donc, l'Afrique, en se prépare pour la guerre. En fait, ce qui se passe, pour vous expliquer le schéma, là, est vraiment la carte, c'est que vous avez en Afrique des pays qui sont pro-Occident et d'autres qui sont plus du tout pro-Occident. Et notamment, vous avez l'ECOWAS, et notamment, c'est une organisation des pays d'Afrique de l'Ouest, normalement, qui sont contrôlés, ou du moins largement épaulés, on va dire, on va rester diplomatique, par l'Occident et notamment par la France également. Et donc c'est pour ça que là, vous aviez à la base, il y a plusieurs années, vous aviez tout l'ensemble de ces pays-là qui faisaient partie activement, qui étaient membres de l'ECOWAS, comme on peut voir ici. Sauf que, à travers le temps, notamment depuis qu'Emmanuel Macron qui est arrivé à la tête depuis une dizaine d'années là, eh bien, vous avez le Mali, le Burkina Faso et la Guinée qui ont décidé de suspendre leur participation à l'ECOWAS. Et le Niger, justement, actuellement, eh bien, avec le putsch temporaire, en tout cas, on ne sait pas, on verra peut-être définitif, on verra avec le temps, du nouveau président, enfin, du nouveau militaire président du Niger, eh bien, vous avez le Niger qui est au bord de justement, du contact pour rejoindre justement la coalition qui fait plus du tout partie de l'ECOWAS. Et ce qui se passe là, c'est que, comme dit très bien Peonia, c'est que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont déclaré conjointement qu'une attaque contre le Niger serait une attaque contre tous et qu'ils interviendraient militairement. Et en fait, c'est pour ça, c'est parce que, pourquoi je dis ça? Parce que donc le CEDAO, enfin le ECOWAS, eh bien, annoncé que, notamment la France, qu'une attaque militaire serait peut-être envisagée contre le Niger pour rétablir l'ordre démocratique et pour rétablir l'ancien président du Niger qui a été destitué. Et dans ce cadre-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous ces pays en vert feraient la guerre, donc ont menacé le Niger s'il ne restituait pas l'ancien président, d'attaquer donc militairement le Niger, et donc tous les pays en rouge interviendraient militairement pour défendre le Niger. Donc ça ferait une guerre de ces pays-là contre ces pays-là. Sauf que c'est pas fini, parce que vous avez également l'Algérie qui a déclaré que s'il y avait une intervention militaire au Niger, si le Niger était attaqué, eh bien ils interviendraient également en Algérie, et apparemment vous aurez la Russie qui, eh bien, aurait déclaré à l'Algérie qu'il serait prêt à aider l'Algérie, en tout cas au niveau de l'équipement, de l'armement, etc. Exactement comme font les Américains en Ukraine, sauf que là ce serait la Russie qui le ferait en Algérie. Donc, possiblement, vous auriez tout ça contre tout ça. Après, c'est tout à prendre au conditionnel, bien évidemment, puisqu'il n'y a rien qui est validé, rien qui est sûr. Mais on voit bien que ça, par contre, ce qui est sûr, c'est que vous avez bien le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, qui effectivement ont déclaré, oui, qu'ils étaient prêts à aider le Niger militairement s'il y avait une intervention militaire des autres pays de l'ECOWAS. Et donc derrière, bah, ça ferait quoi? Ça ferait que si on rentre dans ce cadre-là, bah, ce serait la guerre générale en Afrique en fait, hein, pas chipoter. Surtout que le Niger, effectivement, l'Occident ne va pas lâcher le Niger comme ça parce qu'il y a des mines d'or au Niger et il y a également l'uranium, vous le savez bien, qui est destiné donc à 25% pour l'Union européenne. C'est-à-dire que 25% de l'uranium
au sein de l'Europe, de l'Union européenne, eh bien, il vient du Niger. Voilà les amis, un peu le contexte. Je trouve que c'est intéressant de voir une carte, c'est toujours c'est mieux, c'est plus parlant. Et surtout, on est encore au bord d'une guerre en Afrique cette fois. Enfin, faut le faire, hein. Donc bravo à nos bras cassés de dirigeants. Continuent de faire n'importe quoi et de provoquer des guerres partout parce que ça les arrange au final. Que tout ça pour des ressources, au final, toujours la même histoire. Toujours le même délire. Et qui c'est qui va payer les pots cassés? Eh bien, déjà, ça va être les citoyens de enfin, de ces peuples-là, à cause de l'ingérence des pays extérieurs qui sont même pas partis du continent africain, dans le premier temps, mais en plus derrière, parce que bah, vous avez la corruption au milieu, et voilà. Et en plus de cela, il n'y aura pas que ces citoyens-là qui vont payer, mais également les citoyens européens occidentaux qui vont faire face à, eh bien, à l'inflation, parce que si on a encore une zone qui est déstabilisée au sein du monde, eh bien derrière, il y aura forcément une crise géopolitique, donc il y aura des répercussions économiques, etc. Et il y aura forcément des répercussions, peut-être sur le moyen et long terme, sur les prix, encore une fois, en Europe et en Occident. Bon, donc voilà les amis, j'ai fini pour cette actualité crypto numéro 35, avec également de l'actualité géopolitique, vous l'avez bien vu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez appris des choses, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires également pour m'encourager en tant qu'affaire ou pour débattre des sujets si vous n'êtes pas en accord. Il n'y a aucun problème là-dessus, tant que c'est argumenté, hein, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux abonnés sur la chaîne. Et puis sinon, je vous remercie tous effectivement pour votre soutien depuis le début. Et puis, moi, je vous fais la bise et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.